Nous sommes pour le moment que 2 sur scène, mais bientôt nous serons 3, je vous le promets. Estelle Cournaise est en train d'arriver. Voilà, le rappel, on est complètement synchro. Elle n'est pas loin de se garer, elle arrive. Mais comme son intervention succède à celle de Cyril Bessé, on va quand même commencer notre conférence. Donc on va terminer ce cycle de conférences de Vichy par forcément cette étendue d'eau là qui est juste derrière nous, l'Allier, cette grande rivière. Dans un premier temps, on va évoquer les enjeux, la gestion de l'eau appliquée au bassin de l'Allier, parler de la répartition des financements de l'agence, terminer par quelques réalisations. Et dans un deuxième temps, avec Estelle Cournaise, on va évoquer cette dynamique fluviale active de l'Allier et elle va nous parler de quelques actions concrètes. Vous l'avez compris. Pour l'instant, à mes côtés, seul sur scène, quasiment. Cyril Bessé, chef du service allier affluent agence de l'eau Loire-Bretagne. Estelle Cournaise, directrice du conservatoire espace naturel allier, va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Cyril, je vous laisse la parole pour commencer. Merci. Bonjour à tous. Donc Cyril Bessé, je suis responsable du service allié affluent à la délégation Allier Loire-Amont. Et donc je m'occupe en particulier du bassin de l'Allier. Alors j'ai élargi la thématique qui était Allier Grande Rivière au niveau du bassin de l'Allier, puisque c'est le cœur de métier de l'agence de l'eau. On travaille sur une approche bassin versant. Et donc l'idée, la qualité d'un cours d'eau dépend souvent de ce qui se passe sur son bassin versant. Donc l'idée, c'était de vous présenter un peu les actions de l'agence de l'eau au niveau de ce bassin versant. Je vous ai mis 2 photos pour illustrer un peu la diversité. D'une part en amont où on a les gorges de l'Allier, et puis plus en aval où on est sur la confluence au bec d'Allier. Et puis également un nuage de mots qui représente à peu près les missions de l'agence de l'eau, dont l'objectif est d'atteindre et d'améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Alors pour débuter, je vous propose 3 cartes. La première étant, alors des échelles différentes bien entendu. La première était une représentation des 6 agences de l'eau au niveau national, métropolitaine. On a le bassin de la Loire et puis à droite donc la photo, enfin une carte du bassin de l'Allier qui couvre 14 000 km², c'est-à-dire un peu moins de 10% du bassin Loire-Bretagne, avec une hydrographie globale à peu près à 13 000 km de cours d'eau, et la rivière Allier qui, elle, court sur 400 km, un peu plus de 400 km, et qui prend sa source en Lozère pour confluer donc avec la Loire au niveau de la Nièvre. Elle parcourt 4 autres départements qui correspondent principalement à l'ex-région Auvergne, donc pour les citer, en partant de l'amont vers l'aval, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et le département de l'Allier. Environ 1000 communes et à peu près 1 million d'habitants sur ce bassin versant. Alors, quels sont les enjeux ? Je vous ai dit que l'agence travaillait pour améliorer l'état des milieux aquatiques, enfin de l'eau et des milieux aquatiques. Et donc, on vise l'atteinte du bon état écologique pour répondre aux enjeux de la directive 4 sur l'eau. Alors, cet état écologique est jugé sur 2 types de paramètres. Les paramètres physico-chimiques, qui sont des paramètres de la qualité de l'eau assez classiques, le cycle d'oxygène, les nutriments, la température. Et puis les indicateurs biologiques qui sont un peu le juge de paix de l'état des cours d'eau. Et donc c'est ces 2 paramètres qui déterminent le bon état écologique des cours d'eau, qui se classent donc selon 5 classes de qualité. La classe bleue, très bon état, jusqu'à la classe rouge, en mauvais état. Et par contre, on sait que au niveau de la qualité des milieux et pour avoir des eaux en bonne qualité, avoir une biologie diversifiée, il est nécessaire également d'avoir des habitats diversifiés. Et c'est là je vais le rapprocher, et c'est là qu'on parle d'hydromorphologie qui correspond donc en fait la capacité physique du milieu récepteur, les capacités d'accueil des milieux récepteurs. Donc ils comprennent à la fois les questions d'hydrologie, donc c'est-à-dire la quantité d'eau. Si on n'a pas d'eau, c'est plus difficile d'avoir une vie biologique aquatique, et également la morphologie qui, elle, est plus l'aspect physique des cours d'eau. Donc c'est bien, et donc ces paramètres ne permettent pas de juger l'état d'une masse d'eau. Par contre, vont nous orienter sur les actions à mener. Alors les actions à mener avec nos partenaires, puisque l'agence de l'eau travaille avec beaucoup de partenaires. On le verra un peu plus tard. Et donc, pour résumer l'atteinte du bon état écologique, on peut dire que le bon état, c'est des peuplements vivants peu perturbés, proches d'une situation naturelle, avec à la fois une eau de bonne qualité et des habitats diversifiés.
Alors, si je vous fais une petite photographie de l'état des masses d'eau sur le bassin de l'Allier, on peut voir à gauche donc l'état des masses d'eau, le nombre de masses d'eau et leur classe d'état en fonction des grands sages sur le territoire, puisqu'on le verra un peu plus tard, mais le bassin de l'Allier est couvert entièrement par des sages, et donc on a 5 sages avec 3 grands affluents, donc le Haut-Allier, enfin si on prend dans l'ordre du tableau, c'est peut-être plus simple, l'Alagnon, l'Allier aval, l'Addeur qui est un affluent rive droite, le Haut-Allier, et la Sioule qui est un affluent rive gauche. Donc on voit qu'on a environ 37% de masse d'eau en bon état et très bon état. On a une quarantaine de pourcents de masse d'eau qui sont en état moyen, et c'est celles-ci qui vont nous intéresser particulièrement parce qu'elles sont proches du bon état, et c'est celles-ci qu'il est plus facile de faire basculer pour viser l'atteinte du bon état dans une échéance proche, je dirais. Et puis environ un peu moins de 30% de masse d'eau qui sont en état médiocre ou mauvais. Sur le diagramme de droite, on peut voir les paramètres, les principaux paramètres qui déclassent l'état des masses d'eau. Et on voit que les principaux paramètres déclassants au niveau du bassin de l'Allier, on est plutôt sur des questions de morphologie, d'hydrologie, donc plutôt sur l'aspect physique des cours d'eau, bien que l'aspect macropolluant et pesticides sont également des paramètres déclassants. Alors, si on continue, on a également d'autres enjeux au niveau du bassin de l'Allier, et notamment des enjeux qui sont issus du SDAGE Loire-Bretagne. Alors, le premier enjeu, c'est la qualité, les espaces mobilité, la dynamique fluviale. Alors, je ne vais pas m'y attarder dessus parce que Estelle Cournet va en parler mieux que moi, et c'est notamment les interventions du Seine allié sur ces thématiques. Je vais un peu plus développer la deuxième orientation, qui est restaurer le fonctionnement des circuits de migration et notamment des espèces de poissons grands migrateurs. Alors, espèces de poissons grands migrateurs, donc ça touche la biodiversité, ça touche la fonctionnalité des cours d'eau et ça touche également la qualité, puisque ce sont des espèces qui ont des cycles de vie à des très larges échelles, qui ont une capacité de vivre en milieu salin et en eau douce, donc une capacité d'adaptation au cours de leur vie assez importante. Et puis également, au vu d'un cycle de vie assez large et sur une échelle importante, ça veut dire qu'ils subissent un nombre important de pressions. Et donc il nous appartient sur les territoires dont on a la responsabilité d'essayer de limiter ces pressions et de leur donner une capacité, une eau de qualité en bon état et également des capacités d'accueil pour favoriser la reproduction. Juste pour signifier également qu'à Vichy, ici, on a une passe à poissons avec un comptage notamment sur les saumons. Et donc sur Internet, sur le site de l'Ogramie, vous retrouvez le passage des saumons. Et donc ça permet de quantifier les politiques menées en ce sens. Alors, je vous ai présenté un peu les grands enjeux. Le rôle de l'agence, c'est d'accompagner les acteurs locaux financièrement pour atteindre ces objectifs de bon état et répondre à ces enjeux. Donc je vous ai mis un diagramme de répartition des aides de l'agence au cours du 10e programme, qui était sur la période 2013-2018, et donc qui se termine à la fin de l'année. L'idée n'est pas de rentrer dans les chiffres, mais plutôt de voir sur les grandes thématiques sur lesquelles l'agence de l'eau intervient au niveau du bassin de l'Allier. Donc on voit que la principale thématique d'intervention est l'assainissement, que ce soit au niveau des collectes des eaux usées ou des stations d'épuration, puisque ça représente quasiment 60% des montants financiers de l'agence. Les deuxièmes thématiques qui arrivent, les deuxième et troisième thématiques qui arrivent en second, sont des thématiques qui sont liées à nos politiques territoriales. Donc la restauration et la gestion des milieux aquatiques, donc pour améliorer l'hydromorphologie des cours d'eau, et puis les luttes contre les pollutions agricoles, pollutions diffuses notamment, qui permettent aussi d'améliorer la qualité. On peut ajouter à ces actions territorialisées les financements éco-phyto qui sont liés à la lutte contre les pesticides d'origine agricole et d'origine non agricole. Ensuite, on a des actions pour lutter contre les pollutions industrielles. Ensuite, on a 3 typologies d'actions qui sont liées à l'eau potable. Alors l'eau potable, le traitement et les connexions en tant que telles, mais également des actions sur la gestion quantitative et puis des actions sur la protection des ressources, notamment des points de prélèvement. On a une partie qui est importante sur l'accompagnement et l'animation autour de ces politiques-là, planification et gouvernance.
Alors à l'échelle des SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dont Benoît Rossignol vous a parlé précédemment, qui ont pour objet de gérer l'eau à une échelle de sous-bassin et d'avoir une gouvernance appropriée à cette échelle-là. Et puis également les missions d'assistance technique, qui sont plutôt des aides apportées au niveau des conseils départementaux sur de l'accompagnement de politiques liées à l'assainissement, à l'eau potable. Voilà. Et puis tout en bas, 3 types d'actions un peu plus transversales qui sont portées par des acteurs du territoire, actions internationales, communication et connaissances. Je vous ai mis quelques éléments de réalisation pour illustrer un peu ce diagramme et voir en termes de politique les actions qu'on a réellement menées. Le premier point que j'ai voulu mettre en avant, c'est la gouvernance. Alors la gouvernance est important au niveau de la gestion de l'eau, puisque ça permet d'avoir des prises de décision concertées. C'est souvent une des clés de réussite des politiques, et notamment parce que c'est ce qui permet aux acteurs locaux de s'approprier les politiques portées. Donc aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, donc l'ensemble du bassin de l'Allier est couvert par 5 SAGE que j'ai cités précédemment. Donc c'est la carte de gauche. Et puis on a également un territoire qui est couvert à environ 75% de démarches territoriales. Donc si je les décris rapidement, si on part de l'amont vers l'aval, on va avoir le Haut-Allier jusqu'à Brioude. Ensuite on a les affluents du Brivadois au niveau de la Haute-Loire. Le contrat à Lannion qui couvre le SAGE à Lannion, donc sur le Cantal, sur la gauche de la carte à droite, en orange, marron-orange. Ensuite, on va avoir des contrats autour de l'agglomération d'Issoire. Puis jusqu'à Clermont-Ferrand, on a également des contrats sur des affluents en rive gauche, sur l'Avers, l'Ozon, le Charlet. On a également des projets au niveau au nord du département du Puy-de-Dôme sur la partie de la Morge et du Buron. Également sur la Sioule, où on a un contrat qui couvre le SAGE Sioule. Et puis sur la Deur, aujourd'hui on a 3 contrats et on travaille pour essayer de travailler à l'échelle plus globale du SAGE Deur. Et puis également, alors Estelle en parlera aussi sans doute, le contrat vallée alluviale de l'Allier, qui permet notamment de travailler sur la dynamique fluviale et sur l'enjeu de mobilité du cours d'eau allier. Au niveau d'autres éléments de réalisation, donc on a vu qu'un des principaux enjeux ou principaux paramètres déclassants sur le territoire était l'hydromorphologie. Donc on travaille sur les milieux aquatiques. Au cours du 10e programme, on a pu restaurer ou avoir des interventions sur à peu près 800 km de cours d'eau, ce qui est important. On a rendu franchissable un peu plus de 100 ouvrages, et ça veut dire qu'en rend franchissable un ouvrage, on permet aux populations piscicoles notamment d'ouvrir et de rendre accessible à environ 70 km de cours d'eau. Et puis on a travaillé sur les zones humides, puisque un peu plus de 2200 hectares de zones humides ont fait l'objet d'interventions. Sur les photos, on peut voir 2 interventions réalisées. La première est dans le Puy-de-Dôme, donc en haut, à Pérignas-sur-Allier, réalisée par le CERN Auvergne, sur des enrochements de berges de l'Allier. Et puis le deuxième, c'est un seuil de pont sur l'A71, à Borgard-l'Évêque, sur lequel on a rétabli le franchissement piscicole. On a vu également qu'on avait des enjeux en termes de macropolluants. Donc c'est là où intervient l'assainissement. Au cours du 10e programme, on a pu financer un peu plus de 55 000 EH de capacité de traitement supplémentaire, 13 000 EH collectés en plus, et puis de la réhabilitation de près de 170 km de réseau. Je vous ai illustré avec 2 photos issues de Clermont-Auvergne Métropole, avec qui on a un accord de programmation de 90 millions d'euros sur la période 2017-2019. Voilà. Et puis, on a également des actions au niveau de la potable, alors plutôt sur l'aspect préservation. Sur la droite, vous pouvez voir la carte des contrats territoriaux des captages prioritaires de l'Allier. Donc, il y en a 10, dont 8 sont situés en vallée alluviale du cours d'eau Allier. On a également, le 10e programme a permis de financer la protection de 169 captages, et on a financé une centaine d'actions de gestion patrimoniale
qui conduisent à des économies en termes de consommation d'eau, et donc pratiquement 4 millions de mètres cubes économisés par an. Voilà. Donc, pour finir et conclure, quelques éléments de perspective. Donc, l'agence accompagne des partenaires et on voit que sur le département de l'Allier, ça fonctionne plutôt bien. On travaille avec environ 400 mètres d'ouvrage sur ces thématiques. On a des dynamiques intéressantes et pertinentes. Par contre, on voit aussi qu'on a des enjeux qui sont forts. On est à 37% de masse d'eau en bon état. Donc, il y a encore du travail. On a des enjeux nouveaux. Ça a été évoqué précédemment, l'adaptation au changement climatique, la diminution des débits dans les cours d'eau, enfin, voilà, la lutte contre l'érosion de la biodiversité, qui est un champ aussi et une thématique qui prend de l'ampleur. Donc, on a des efforts collectifs à maintenir et à amplifier pour atteindre les objectifs. Donc, l'Agence de l'eau travaille actuellement sur son 11e programme, puisque la fin du 10e arrive à la fin de l'année. On aura une capacité d'intervention qui sera plus réduite, et ça veut dire qu'il faudra qu'on soit plus sélectif. Alors, sélectif à la fois en termes d'action, enfin, au niveau territorial, c'est-à-dire plutôt ciblé sur les masses d'eau qui sont en état moins que bon, plutôt cibler les investissements de l'agence là où c'est nécessaire, et puis également en termes d'action, réfléchir à avoir des actions qui vont vraiment dans ce sens-là et qui permettent réellement d'avoir un gain en termes de qualité d'eau et des milieux aquatiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Comme vous le voyez, Estelle Cournet nous a rejoint. Bienvenue, directrice du Conservatoire Espace Naturel Allier. Et je vous laisse la parole pour parler de cette dynamique fluviale de l'Allier. Normalement, il est établi. Tout va bien. C'est à vous. Donc, bonjour, excusez-moi pour mon retard. Je vais vous présenter les actions que mène le Conservatoire d'espaces naturels de l'Allier autour de la rivière Allier, en particulier dans le département de l'Allier. Le Conservatoire d'espaces naturels, c'est une association qui fait partie du réseau des conservatoires, donc 29 conservatoires sur l'ensemble du territoire national, et donc qui est structuré à l'échelle départementale ou interdépartementale. Et donc l'ensemble des conservatoires a pour objet la connaissance, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel, pour notre cas donc sur le département de l'Allier, mais également sur les territoires limitrophes, parce qu'on a par exemple la particularité d'avoir la Loire qui fait la frontière avec la Bourgogne, et on travaille également beaucoup sur ce fleuve, en ne s'arrêtant pas bien sûr qu'à la rive gauche, mais en intégrant aussi des actions sur la rive droite. Donc le conservatoire mène des actions sur une centaine de sites naturels avec lesquels il a des accords avec les propriétaires. On est propriétaire nous-mêmes ou on a donc des conventions avec les propriétaires, donc des sites représentatifs du patrimoine naturel du département. Et puis on mène également des missions d'animation Natura 2000 pour le compte de l'État, d'animation des sites espaces naturels sensibles pour le département, où on est également gestionnaire de réserves naturelles régionales. Donc on travaille en particulier sur la rivière Allier, donc, qui traverse le département en son centre, à qui la rivière a donné son nom. Et souvent on a l'habitude de présenter la rivière Allier comme une des dernières grandes rivières sauvages d'Europe. Alors il faut entendre le terme sauvage plus sur la notion qu'on est sur un cours d'eau qui a été très peu aménagé, même si on s'en est rendu compte. L'activité humaine a toujours été présente. C'est là que les hommes se sont implantés au bord des cours d'eau historiquement, et donc ce n'est en aucun cas l'exclusion de l'homme qu'il faut entendre par le terme sauvage. Donc la rivière Allier s'écoule notamment sur le département de l'Allier, où là elle va s'écouler sur les sables du Bourbonnais, donc avec un sol extrêmement sableux, meuble, qui va lui permettre d'exprimer ce qu'on appelle la dynamique fluviale, donc cette capacité qu'a la rivière de se déplacer dans la plaine. Et cette grande mobilité naturelle a pu être préservée au fil du temps parce qu'il y a très peu d'aménagement de berges. Les hommes de tout temps, surtout quand c'était navigué, ont tenté de contraindre la rivière, mais on n'y a sûrement pas mis les mêmes moyens que sur le Rhin ou le Rhône, qui avait la même physionomie que l'Allier au XVIIIe siècle. Et donc la rivière en général a effacé une grande partie de ces tentatives de stabilisation. Donc on a une instabilité du cours qui a pu être préservée sur la quasi-totalité du département. Donc quand on voit les photos aériennes, on devine en fait tous les déplacements de la rivière, qui donc
vont s'accentuer avec des méandres qui petit à petit vont se recouper au fil des crues. Donc le déplacement latéral se fait surtout en niveau de plein bord, et puis ensuite, à l'occasion des crues en général, il y a un recoupement qui s'opère avec la création de bras morts. Donc pour l'illustrer, le plus facile, c'est d'interpréter les photos aériennes. Donc on a des photos aériennes depuis 1946. Donc là, vous voyez un secteur central dans le département avec comme échelle donc, sur le côté 1 km. Et donc quand on s'amuse à superposer les différents cours de la rivière au fil du temps, donc de 46 à 82, 2000, 2013, on voit que c'est un phénomène très contemporain et encore très actif. Et on pourrait rajouter aussi, parce qu'on n'a pas encore fait le tracé de 2016, où on verrait encore de grands changements. Et puis, quand on prend du recul à l'échelle du département, en fait, on voit qu'il y a de nombreux tronçons qui sont également très mobiles encore aujourd'hui. Donc cette mobilité, en fait, est pour nous très importante parce qu'elle est à l'origine d'un patrimoine naturel exceptionnel. Le conservatoire, son objet premier, est s'intéresser à la biodiversité. Donc le moteur de création, c'est bien la dynamique fluviale, mais ça a aussi un intérêt de préserver cette mobilité pour la ressource en eau, pour le patrimoine historique et culturel qui est attaché à cette rivière, les paysages et les zones d'expansion des crues. Donc on ne va pas détailler chacun de ces éléments, mais pour reprendre l'intérêt par rapport au patrimoine naturel, en fait, on voit que ça crée donc une mosaïque de milieux naturels. La rivière va arracher des sédiments pour créer des talus qui sont des lieux de nidification d'espèces comme les hirondelles de rivage. Elle va redéposer plus en aval donc ces sédiments pour créer des îles ou des bancs de sable qui peu à peu vont se végétaliser, donner des pelouses sèches sur les zones plus riches des prairies. Et puis on va avoir aussi l'apparition de forêts alluviales. Et lorsque la rivière donc, recoupe son méandre, l'apparition de bras morts ou de boires, très important notamment pour la reproduction des poissons. Et donc toute cette mosaïque de milieux naturels permet d'accueillir une faune et une flore extrêmement riches, en particulier des oiseaux nicheurs. Et donc c'est le deuxième secteur en France d'accueil d'espèces d'oiseaux nicheurs après la Camargue. Mais au-delà de ce patrimoine naturel, en fait, le Val d'Allier nous offre une ressource en eau potable extrêmement importante et de bonne qualité qui nécessite aujourd'hui peu de traitement pour être livrée à la population. Donc sur le département de l'Allier et du Puy-de-Dôme, ça représente 2/3 des volumes consommés. Donc il faut imaginer la plaine comme une vaste cuvette allongée qui s'est remplie au fil du temps. Donc avec un fond marneux imperméable qui s'est rempli au fil du temps avec l'érosion du massif central de nombreux sédiments. Et donc cette nappe, qui n'est pas une nappe phréatique, mais une nappe alluviale, c'est-à-dire que l'eau se remplit les trous entre les interstices entre les sédiments. Et donc de nombreux puits de captage ont été implantés au plus près de la rivière pour bénéficier en plus d'un système de dilution avec le cours lui-même. Et cette nappe n'a pas une profondeur très, très conséquente puisqu'on est entre 5 et 10 mètres de profondeur. Et on verra, c'est pas énorme. Donc tous ces atouts, en fait, ont pu être perturbés au fil du temps à travers plusieurs activités, l'exploitation intensive des granulats et les protections de berges. L'exploitation intensive des granulats, en fait, de tout temps, on a exploité les matériaux au bord des rivières. C'est resté très artisanal pendant très longtemps. Et puis ensuite, à l'après-guerre, quand les besoins de reconstruction ont été importants, ça s'est conjugué avec une mécanisation qui a fait exploser en fait les volumes qu'on a pu extraire des bords d'Allier, pensant que la ressource était une ressource renouvelable. Le sable, on en voit partout, donc on l'exploite. En fait, on s'est aperçu qu'au moins 10 millions de tonnes d'alluvions ont été prélevées sur le seul département de l'Allier, sur le Val d'Allier, entre 1950 et 1980, soit ce que la rivière aurait acheminé en 400 ans. Ce volume a été exploité en 30 ans. Et donc, c'est un déficit in fine pour le fonctionnement global de la rivière. On n'a plus les mêmes apports qui nous viennent de l'amont, parce qu'on est dans une période climatique qui ne permet plus. Et donc, tous ces éléments vont manquer à la rivière, et puis ensuite manquer aussi sur le littoral. Donc, on a des dysfonctionnements qui ont été avant tout générés par cette exploitation. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, donc cette exploitation est interdite. Et puis également donc, des protections de berges. Alors, on a la chance dans le département de l'Allier que ce soit essentiellement au niveau des villes, mais également un petit peu plus dans le milieu rural également, avec des protections de berges qui ont été organisées par l'État ou éventuellement de façon plus sauvage récemment. Et donc on s'aperçoit que si on empêche la rivière d'éroder ses berges, en fait,
elle va surcreuser la force des eaux, va surcreuser naturellement le lit et créer ce qu'on appelle l'enfoncement du lit, qui va donc avoir des incidences importantes. Cet enfoncement, il est dur à percevoir quand on se promène sur les bords d'Allier parce qu'on a peu d'aménagement, donc on a peu de points de repère. Mais les études ont montré que la rivière s'était enfoncée jusqu'à 3 ou 4 mètres par endroit. Donc par rapport à la profondeur de la nappe alluviale, c'est quand même assez conséquent. Et on peut quand même visualiser cet enfoncement, notamment au pont Règemorte, où le pont a été installé en 1763 avec un radier donc, qui le soutient, qui était enfoui sous 1 mètre de sable et qui aujourd'hui est surélevé de 2 à 3 mètres par ce phénomène d'enfoncement du lit. Donc cet enfoncement, c'est vraiment la problématique contre laquelle on lutte, puisqu'il va avoir une incidence sur la ressource en eau, sur la biodiversité, la stabilité des ouvrages, et puis également il peut avoir une incidence sur les zones d'expansion des crues. Donc sur la ressource en eau, lorsque le lit s'enfonce, en fait ça va occasionner comme une chasse d'eau, la nappe va se vider de façon accélérée par ce cours de la rivière qui est plus bas. Au départ, moi, naïvement, je me disais, c'est pas grave, il n'y a qu'à creuser plus profondément, mais en fait, on a la Marne souterraine qui nous limite en profondeur, et certains puits de captage, par exemple dans le Puy-de-Dôme, ont dû être abandonnés parce qu'il n'y avait plus assez de quantité à prélever. Donc on n'en est pas là sur le département de l'Allier, mais il y a une surveillance par les syndicats d'alimentation qui témoignent quand même de cette réduction de la nappe. Une incidence également sur la biodiversité, parce que si le lit s'enfonce et la nappe diminue, on a aussi une déconnexion des bras morts qui s'assèchent et une chenalisation du lit qui ne permet pas la reconstitution de la mosaïque de milieu. Ce qui a surtout fait prendre conscience des problématiques de l'enfoncement du lit, en fait, c'est l'incidence sur les ouvrages d'art. Les ponts, pendant très longtemps, on a bataillé pour essayer de les faire tenir sur la rivière, mais on n'avait pas les techniques. Et puis on avait aussi des épisodes de crues qui étaient conséquents. Et en fait, les ponts ont été implantés pour la plupart à la fin du 19e siècle, à une certaine profondeur. Et l'enfoncement du lit donc, peut déstabiliser les ponts. Alors quand on montre ce schéma, c'est toujours un petit peu le schéma catastrophe qui peut faire peur. Mais en même temps, c'est ce qui a été vraiment vécu avec l'effondrement du pont Wilson à Tours en 1978, où là, on est sur la Loire, mais on a hérité en fait de tous les dysfonctionnements en amont de l'Allier et de la Loire conjugués. Et donc cet enfoncement a créé cet effondrement. Heureusement, il n'y avait personne sur le pont ou une voiture qui a pu s'échapper. Et donc c'est à partir de ce moment-là où des dispositions ont été prises pour déjà interdire l'exploitation des alluvions dans le lit même de l'Allier à partir des années 80, ensuite dans le lit majeur. Puis comme on s'est rendu compte que de faire des trous d'exploitation des granulats dans le lit de l'Allier, on pouvait avoir la rivière qui ensuite se déplaçait dans ces trous et un piège à sédiments qui aurait pu être acheminé par l'amont. En fait, on s'est peu à peu, les pouvoirs publics ont décidé d'interdire l'exploitation, y compris en lit majeur. Et donc, de nouvelles sablières ont pu être créées, comme au centre du département de l'Allier, à Saint-Loup, de façon déconnectée, en fait, sur des terrasses anciennes de la rivière, déconnectées de la nappe alluviale. Donc, voilà. Et on réserve aujourd'hui l'exploitation des alluvions pour des usages vraiment nobles. Et on privilégie plutôt des carrières avec du concassage, qui est plus coûteux, mais les coûts induits sur l'environnement de l'exploitation des alluvions rendait de toute façon la facture importante pour la société. Donc une interdiction progressive d'exploiter les alluvions et puis une interdiction d'enrocher les berges également progressive. Donc aujourd'hui, tout enrochement est soumis à autorisation. Sur les bords d'Allier, on est en plus sur le domaine public fluvial. Donc là, c'est vraiment du ressort de l'État d'autoriser ou non ces protections de berges. Elles ne sont autorisées que quand il y a vraiment des projets d'enjeux publics. Et dans ce cas, on envisage plutôt des désenrochements pour compenser en fait les protections qui auraient été acceptées. Et donc on a tout un processus pour essayer de mieux comprendre l'espace de mobilité nécessaire à la rivière et essayer de préserver cet espace de mobilité donc, qui a pu être traduit dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui en a fait un objectif
majeur, et donc qui a déterminé en fait la carte de l'espace de mobilité. Quand on dit qu'il faut laisser la rivière éroder ses berges, c'est pas non plus n'importe où. On a tous des enjeux vitaux sur le territoire, en particulier le maintien des ponts. On ne va pas s'amuser à reconstruire un pont à chaque fois que la rivière a changé de cours. Donc voilà, la commission locale de l'eau, en fait, c'était une instance qui se réunit autour de ces sujets et qui a décidé communément que sur ces cas de figure particuliers, on empêcherait la rivière on prendrait les dispositions pour la contraindre à passer sous les ponts. Sur des gravières de grande profondeur, on empêchera également la rivière de s'y engouffrer pour justement ne pas renforcer le déficit sédimentaire de la rivière. Par contre, sur des petites gravières, on n'empêchera pas la rivière de pénétrer dans les gravières à condition que derrière, il y ait aussi un espace suffisant pour que la rivière puisse se recharger en sédiments. Et puis par rapport aux puits de captage, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que de protéger des puits de captage d'eau potable en mettant en place des enrochements, ça peut être contraire à l'intérêt du prélèvement de la ressource en eau, puisqu'on peut occasionner un enfoncement du lit et de la nappe. Donc là, c'est au cas par cas. Et donc, voilà, on a une carte qui nous permet de savoir un petit peu où l'espace de mobilité, où l'érosion peut continuer à se faire. Et en particulier, donc, on va se retrouver surtout sur des surfaces agricoles. Aujourd'hui, sur l'Allier alluvial, c'est-à-dire de Brioude au bec d'Allier, une étude a été réalisée par le Seine-Auvergne qui montre qu'en moyenne, on a 35 hectares qui sont érodés par an, dont 26 hectares sur le seul département de l'Allier. Quand on regarde un peu plus près, en fait, sur ces 26 hectares, il y en a les 2/3 qui sont au sein du domaine public fluvial, donc qui est dédié à cet écoulement, donc qui ne pose pas problème. Mais donc, on a encore 6 à 8 hectares qui sont sur du privé. L'action des conservatoires soutenue par les partenaires publics dont l'agence a permis d'acheter et continue de permettre d'acheter des terrains qui seraient soumis à l'érosion. Mais on essaye de prendre en compte aussi l'incidence que ça peut avoir sur les propriétés agricoles du secteur. Donc c'est l'action que mène le conservatoire. En fait, on ne fait pas que présenter les atouts de la mobilité de la rivière, on essaye de tenir compte aussi des réalités. On revendique l'enjeu collectif de cette mobilité, mais on essaye de tenir compte aussi des enjeux privés de chacun des riverains, qu'ils soient propriétaires ou agriculteurs ou usagers. Et donc, on mène des actions de concertation pour mieux comprendre les problèmes et on met en place des partenariats avec les propriétaires et les agriculteurs pour acheter des parcelles situées en zone érodable. Lorsque ces parcelles sont exploitées par le pâturage, on maintient cette activité et puis si les surfaces se réduisent avec l'érosion, on essaye de trouver d'autres surfaces en compensation. Et puis pour les grandes cultures, on travaille actuellement avec la Chambre d'agriculture et la SAFER pour essayer de voir comment on peut transférer ces grandes cultures un peu plus loin dans la plaine, de façon à ce que l'outil de travail des agriculteurs puisse perdurer sans mettre à mal la mobilité. Et puis on essaye d'agir aussi pour que cet espace de mobilité puisse être pris en compte dans les projets d'aménagement du territoire. Là, vous avez l'exemple du contournement de Varennes qui a été décidé en 1995, où toutes ces notions d'espace de mobilité commençaient à être exprimées par certaines associations, mais n'étaient pas encore intégrées dans l'aménagement du territoire. Donc le contournement décidé en 1995 s'est mis en place en 2006. Les travaux ont redébuté en 2006. Et c'est vrai que ce contournement empiète sur l'espace de mobilité. Donc il y a eu toute une discussion, déjà pour faire comprendre que la rivière allait très rapidement venir taper le pied de l'ouvrage routier. Et je pense qu'on a rendu service parce que, en fait, la conception n'avait pas prévu ça au départ. Donc l'ouvrage routier aurait pu être mis à mal. Et donc pour la première fois, en fait, un arrêté préfectoral a prévu du désenrochement pour pouvoir compenser en fait, l'atteinte à l'espace de mobilité qui était occasionné par ce projet. Et puis, comme on est beaucoup en lien avec les riverains, en fait, on s'est interrogé aussi pour savoir comment mieux faire comprendre auprès des riverains tout l'intérêt de cette mobilité. On avait du mal à les mobiliser en parlant simplement du patrimoine naturel. La ressource en eau les touchait un peu plus, et on s'est aperçu que cette mobilité, elle avait un lien étroit aussi avec l'histoire du territoire. Et donc, on a incité les riverains à partir dans un travail de recherche sur comment la rivière a évolué et comment les usages ont évolué au fil du temps. Donc on a lancé le projet sur les traces de l'Allier en 2005 pour justement
faire que ce ne soit plus simplement les associations ou les pouvoirs publics qui arrivent en sachant et en disant voilà c'est comme ça que ça se passe, mais que ce soit aussi les riverains qui nous aident à mieux comprendre le fonctionnement. Donc on avait remarqué dans le territoire qu'il y avait un certain nombre de vestiges très ténus qui pouvaient témoigner de tracés historiques parfois très éloignés de la rivière à travers la toponymie. On a par exemple ici un endroit qui s'appelle les Quériaux où la rivière passe, c'est un ancien port, les quais du Rio, et puis à 2 km au droit, on avait repéré le hameau du port sans savoir exactement si la rivière y était passée, même si les anciennes photos semblaient montrer un peu des lignes qui pouvaient nous indiquer qu'elles y étaient forcément passées à une époque, mais on ne savait pas le dater. Et puis, moi, à titre personnel, je passais toujours devant l'auberge de la Marine sans comprendre ce que ça faisait là, parce que toute l'histoire de la batellerie a été très importante sur l'Allier, mais a été oubliée au fil du temps depuis sa disparition avec l'arrivée du chemin de fer. Et donc, on a invité les riverains à recenser les témoins des anciens tracés, donc que ce soit des témoins naturels avec des bras morts, des formes de parcelles, des alignements d'arbres. Et puis surtout, ce qui a beaucoup marché, en fait, c'est de s'intéresser à l'histoire locale et l'histoire humaine avec les usages, donc notamment autour de la batellerie, mais aussi des usages agricoles, la localisation d'anciens ports, la localisation d'anciens perrets qui, au moment des grandes crues du 19e siècle, avaient été installés ça et là dans le territoire et qui peuvent se retrouver aujourd'hui éloignés de 500 mètres du cours actuel. On a eu la chance, à travers ce travail, de pouvoir faire ressurgir des greniers, des cartes anciennes de 1755, donc l'ancêtre des ponts et chaussées, les turciers élevés du temps de l'ingénieur Règemorte, en fait, qui sont des cartes qui servaient à la navigation et l'entretien du lit, et qui nous ont donné donc du coup un aperçu de l'espace de mobilité tel qu'il était à l'époque. Alors on était dans une période climatique autre, avec une rivière beaucoup plus vaste, mais qui nous a permis de constater qu'en effet la rivière passait bien à 2 km de l'autre côté de la plaine en 1755, et qu'à cette époque les Quériaux c'était un bras mort, donc elle y était passée, elle n'y était plus, et on a un mouvement sans cesse. Donc la rivière n'ira pas demain jusqu'au port de l'autre côté, mais par contre sur des aménagements type routier où on s'inscrit sur le long terme, c'est intéressant de savoir quel est l'espace de mobilité quand même historique et maximal. Et puis, on a recueilli aussi beaucoup de témoignages de riverains sur l'évolution de l'exploitation de granulats, sur la perception des paysages, qui ont permis donc que chacun s'approprie cette nouvelle image du Val d'Allier. Et puis, face à l'engouement, enfin, ça a vraiment créé un engouement parce qu'on a repositionné l'homme au milieu du système. Voilà, le terme de sauvage n'était pas forcément bien compris. On a pu, nous positionner... il y a eu vraiment une nouvelle ouverture, un nouveau dialogue. Des agriculteurs avec qui on ne se comprenait pas, on a réussi à vraiment échanger, à faire évoluer les perceptions de nos interlocuteurs, mais nos propres perceptions également. Et puis élargir donc cette perception de l'espace de mobilité. Et face à la masse de données récoltées, on a décidé de faire un ouvrage donc, qui s'appelle « Sur les traces de l'Allier, histoire d'une rivière sauvage », et donc qui a été édité, qui est le fruit d'une contribution de nombreuses personnes, et qui a été édité en décembre 2015, et à 3000 exemplaires qui ont été épuisés en 9 mois, donc on a réédité, donc qui a été un vrai succès, et par cette approche très diverse entre histoire, nature, aménagement du territoire, en fait on se rend compte qu'on a pu toucher un public très très large. On a eu la chance en plus d'avoir l'émission consacrée à l'Allier des Racines et des Ailes, qui, fruit du hasard total, a été diffusée 2 mois après la parution. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un autre regard sur la rivière. Et donc on souhaite poursuivre ces actions de valorisation in situ, puisque ce travail a permis de réaffirmer que l'Allier est une des dernières rivières sauvages d'Europe, reconnue comme telle, mais que c'est bien en interaction avec les hommes depuis plus de 1000 ans. Et tout ça a permis à mieux faire comprendre l'enjeu de préservation de la dynamique fluviale. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux, c'était extrêmement intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Personne ne se lance? Pas une petite question? Cyril Bessé, vous avez présenté l'état écologique des cours d'eau du bassin de l'Allier. Si on fait une comparaison avec le bassin Loire-Bretagne, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, effectivement, au niveau du bassin de l'Allier, donc on a dit que c'était un territoire qui était plutôt rural. Donc
on a des masses d'eau de bon état qui sont plus importantes qu'au niveau du bassin Loire-Bretagne. Sur le bassin de l'Allier, on est à 37%. Sur le bassin Loire-Bretagne, on est plutôt à 30%. C'est principalement lié à la pression qui est un peu plus faible. Alors ça a été montré précédemment sur la précédente intervention avec les cartes de démographie de population. Donc on est un peu meilleur, mais il reste des travaux à faire puisque effectivement c'est à peine, c'est un peu plus d'un tiers. Donc voilà. Mais c'est un territoire qui est plutôt préservé par rapport à d'autres territoires du bassin Loire-Bretagne. Alors, vous évoquez des travaux, mais si j'ai bien compris, vous avez parlé du contrat territorial Val d'Allier. C'est dans le cadre de Vichy Communauté. C'est des travaux, ça consiste en quoi? C'est des gros travaux? Alors, effectivement, donc, alors, ça fait assez le lien avec l'intervention d'Estelle. Donc, on a un contrat territorial qui s'appelle Val d'Allier, qui est un contrat sur une trentaine de sites tout au long du Val d'Allier, à peu près sur le territoire du sage Allier-Aval, donc c'est-à-dire depuis Brioude jusqu'à la confluence. Donc c'est sur une trentaine de sites où on essaye de redonner de la mobilité, une certaine renaturalisation du cours d'eau. Alors sur Vichy, on a des opérations d'importance, alors qui sont un peu spécifiques parce qu'on a forcément des enjeux urbains et qui sont différents. Et donc l'idée sur Vichy, c'est de travailler sur toute la partie du plan d'eau, là où on a des berges qui sont en béton, c'est de supprimer ces berges en béton et de désartificialiser les berges en leur redonnant un caractère un peu plus naturel. Donc en travaillant sur des berges avec de la végétalisation, on a de la remise en eau, de la reconnexion de bois, donc différents travaux. Ça s'englobe dans une grosse opération de reconfiguration des berges et autour de l'Allier. Et l'idée, c'est de redonner un peu de milieu naturel, enfin de naturalisation sur l'Allier. Alors après, c'est très spécifique parce qu'on est un milieu urbain et donc on a des enjeux à protéger. Donc l'idée, c'est pas non plus de permettre voilà, que l'érosion de berge n'est pas un enjeu dans ce secteur-là, puisqu'il y a des habitations derrière. Par contre, le béton n'est pas non plus nécessaire parce que le problème du béton, c'est que ça accélère le courant. Et puis le fait d'avoir une berge plutôt naturelle, on va retrouver des capacités d'habitat et une diversification qui est intéressante en termes de qualité des espaces et des espèces également. Estelle, comment on fait pour que l'enjeu de préservation de la rivière Allier soit acceptable par tous, et en particulier par les riverains, par ceux qui sont le plus impactés? Ben, on apprend à... C'est vrai que nous, quand on est... Enfin, on est des techniciens, on arrive sur un territoire, et c'est vrai qu'on est chargé de tout l'enjeu collectif, et on a appris au fil du temps que voilà, il fallait aussi prendre le temps d'écouter leur regard et de tenir compte des enjeux privés. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on pourrait se contenter de dire la mobilité aujourd'hui c'est un enjeu collectif, on ne peut plus enrocher les berges, les propriétés privées qui sont touchées, ben, tant pis. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un système où si une propriété est touchée par l'érosion, ça tombe de fait dans le domaine public fluvial et les propriétaires n'ont aucune indemnisation et continuent même à payer des impôts sur ces parcelles qui ne sont pas recadastrées. Donc on pourrait se dire, bah voilà, il y a des lois et le système fonctionne comme celui-là. C'est pas du tout la politique qui est développée sur le Val d'Allier, c'est plutôt de dire, voilà, on doit aussi tenir compte de ces enjeux privés et trouver donc des solutions sans remettre en cause donc les fondamentaux de la mobilité, mais trouver des solutions pour rendre ces propriétaires, donc soit acheter des parcelles auprès des propriétaires. C'est ce qu'on a fait pendant 20 ans. Donc on donnait une réponse et on continue à le faire aux propriétaires, mais bien souvent les agriculteurs ne sont pas les propriétaires. Et donc c'était pas suffisant. Eux perdaient des surfaces économiques. Donc aujourd'hui, on est en train de prolonger ce dispositif en essayant de travailler avec donc la profession agricole et la SAFER pour pouvoir déplacer ces surfaces qui ne sont pas compatibles avec la mobilité et essayer de maintenir des surfaces en herbe au plus près de la rivière, ce qui permet d'avoir une plus-value en termes de biodiversité, mais aussi en termes de qualité de la ressource en eau. Est-ce que vous avez une petite question qui vous est venue? J'arrive.
Merci pour vos deux communications. Donc, surtout à Estelle, peut-être aussi à Cyril, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que vous infléchissez les usages, et notamment, je pensais directement les usages agricoles en contact avec la rivière, et notamment le maintien, par exemple, du pâturage ou de l'élevage. Alors, côté agence de l'eau, ça va peut-être plus difficile, mais... Donc, la question, c'est quel est le... Ouais, est-ce que vous arrivez à mesurer, parce que vous avez évoqué le rachat foncier, etc., la coopération avec la SAFER, etc., mais sur les usages même agricoles. Alors, en fait, c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui, puisque on a une désaffection de l'élevage, des problématiques par rapport au maintien de l'élevage, ça c'est général sur l'ensemble du territoire national. Et sur ces plaines alluviales qui sont dédiées de tout temps à la culture, on avait quand même une activité d'élevage qui restait assez importante au plus près de la rivière. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'éleveurs, soit parce qu'ils partent en retraite ou même des jeunes, abandonnent l'élevage pour se consacrer totalement à la culture, parce qu'économiquement, c'est pas forcément rentable, parce que socialement, c'est un métier autre que cultivateur. Et on est en train d'essayer de soulever ce souci, puisque l'élevage permet d'entretenir, je le disais, des surfaces herbacées au plus près de la rivière, et en particulier sur le domaine public fluvial, où historiquement, on avait, quand on regarde les cartes postales des années 40 ou les cartes anciennes, en fait, on avait un espace très très ouvert, parce qu'en premier lieu, on avait des crues beaucoup plus conséquentes qui permettaient d'entretenir une zone ouverte. La végétation n'avait pas le temps de s'implanter. Aujourd'hui, on voit qu'avec les changements climatiques, on a vraiment une raréfaction des crues en termes de fréquence et d'importance. Et donc, on a un boisement qui s'opère, renforcé également visiblement par la disponibilité carbone dans l'atmosphère. Donc, en fait, on a un boisement qui se fait, ce qui est une bonne chose d'un point de vue écologique, d'une certaine manière, parce qu'on avait justement plus de forêt alluviale. Donc, elle est revenue sur ce territoire. Mais là, aujourd'hui, on arrive à un équilibre où si on caricature, demain, si on n'a plus d'éleveurs, on pourra avoir un domaine public fluvial totalement boisé. Donc en termes de mosaïque de milieu naturel, en termes de biodiversité, il manquera des éléments. Donc on n'aurait que un domaine public fluvial boisé et aux abords des grandes cultures, faute d'éleveurs. Donc on essaye de faire prendre conscience et d'accompagner les éleveurs pour valoriser le rôle qu'ils ont dans l'entretien des milieux naturels, que ce soit pour la biodiversité ou la ressource en eau. Mais c'est vrai que malheureusement, on se retrouve face à des contextes macroéconomiques qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de pouvoir maintenir de l'élevage. Si demain on a une grosse crue et que le domaine public fluvial est complètement boisé, on ne sait pas. On sait qu'aux abords des villes, ça peut rehausser la ligne d'eau d'inondation. Mais voilà, c'est vraiment aujourd'hui l'outil pour pouvoir maîtriser aussi la végétalisation des bords d'allées. Une autre question? Non? Alors je vous laisse venir leur parler, parce que généralement c'est comme ça que ça se passe à la fin des conférences. Ils vous attendent, vous pourrez leur parler en tête-à-tête plus tranquillement. Je vous remercie beaucoup.